Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je débute une série de vidéos sur le long terme qui va s'intituler L'œil sûr. Le principe c'est d'à chaque fois présenter une personnalité de la mode, de l'ombre ou alors une célébrité déjà reconnue de l'industrie et de décortiquer un peu sa personnalité, ses fonctions, les ficelles que cette personne tire au sein de l'industrie. J'avais décidé de commencer du coup cette série par Victoria Beckham parce qu'elle a fait son dernier défilé il y a quelques jours à Londres. Mais hier matin, donc mardi 19 janvier 2019, Karl Lagerfeld est mort. Et ça a déjoué tous mes plannings. Quand j'ai appris ça dans le métro parisien, je pense que d'abord ça a été un choc, comme tout le monde, parce que même s'il avait montré des signes de faiblesse, Karl Lagerfeld c'était avant tout une idée, une marque de fabrique, et pour nous tous, c'était une idée immortelle. J'ai donc décidé de porter mon attention sur Karl Lagerfeld. C'était une personnalité moins polémique, et j'avais envie d'analyser tout ça dans cette vidéo parce que je pense que c'est le moment de le faire. Alors cette vidéo va s'organiser en 3 parties. D'abord on va parler d'itinérance, on va reparcourir très rapidement la biographie de Karl Lagerfeld. Ensuite on va parler d'outrance et parler des controverses au sujet de Karl Lagerfeld. Et enfin on va parler d'espérance et de voir qu'est-ce qui nous attend chez Chanel, mais aussi au sein de l'industrie de la mode. Karl Lagerfeld, il y a déjà une première énigme qui est sur la date de sa naissance. Apparemment ça serait entre 1933 et 1935, plutôt 1935, mais il a grandi à Hambourg dans le domaine familial de 500 hectares. Sa mère était une femme très chic, très imposante, qui refusait de lui parler comme un enfant, qui l'a emmené voir quand il avait à peine 10 ans il me semble, son premier défilé, c'était le défilé Christian Dior, et c'est à ce moment-là qu'il a su qu'il voulait devenir styliste. Et il est parti en 1954 s'installer à Paris. Et cette même année, il gagne directement le concours de la laine dans la catégorie manteau qui est organisée par Woolmark. Et celui qui gagne dans la catégorie robe, c'est Yves Saint Laurent. Après cette première petite victoire, Karl Lagerfeld travaille chez Balmain dans un tout petit bureau qu'il partage avec 4 autres personnes. Ça lui plaît pas du tout. Chez Balmain, tout ce qu'on fait à cette époque-là, c'est orner des robes de plein de décorations. Mais bon, il travaille d'arrache-pied et finalement il va travailler chez Patou, là où il va vraiment apprendre le métier parce qu'il aura plus de choses à faire, plus de tâches à exécuter. De 1963 à 1983, il travaille chez Chloé où il conçoit les accessoires. En 1965, il commence à travailler chez Fendi et lors d'une réunion, il commence à discuter du logo de Fendi et Karl Lagerfeld en 2 minutes dessine les 2 F entrecroisés et voilà comment à chaque fois que le logo Fendi était écrit quelque part, ça se reversait à lui. Enfin en 83, quand il quitte Chloé, il reprend la maison Chanel, qui est une maison à l'époque complètement poussiéreuse. Karl Lagerfeld va vraiment réussir à prendre cette maison et à réhabiliter tous les anciens codes de Gabrielle Chanel, le dahlia, les souliers bicolores, les perles, le noir et blanc, le tweed. À côté de ça, il est lié à Jacques de Bacher, qui est son seul et unique amour, qui meurt du sida en 1989. Il faut savoir que Jacques de Bacher était aussi, il fut un temps, l'amant d'Yves Saint Laurent, ce qui a rompu l'amitié entre YSL et Karl. À la mort de Jacques de Bacher, Karl Lagerfeld a refusé de rouvrir n'importe quel chapitre de sa vie sentimentale. En 2004, il perd 40 kilos, il fait un énorme régime parce qu'il avait pris un peu d'embonpoint, comme on dit. En 2004, il est le premier à faire la fameuse collaboration avec H&M. À côté de ça, il est caricaturiste, il a une maison d'édition, il adopte un chat, Choupette, à qui aujourd'hui il a reversé tout son héritage. D'ailleurs, je sais pas vraiment si c'est légal de léguer tous ses biens à un chat, enfin une chatte en l'occurrence. Le culte de sa personne, on va commencer à faire des bouteilles Coca Lagerfeld, des coques de téléphone Karl Lagerfeld. Ça devient vraiment un empire. Au-delà de sa mode, il devient une icône, au premier sens, au sens presque liturgique du terme. Bien sûr, il fait de Chanel tout ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire des shows époustouflants qui sont davantage des spectacles vivants que de simples défilés. Le personnage étrange, intrigue et très énigmatique, donc forcément on a envie de savoir ce qui se passe dans sa tête. Sauf que ses mots sont acerbes et souvent ce qu'il dit ça passe pas trop à la télé, voire pas du tout.
Et c'est là qu'on arrive dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire la partie outrance. La partie outrance, c'est pour parler un peu de tous ces moments qui ont fait grincer des dents le grand public à cause de certains propos ou certains actes même que Karl Lagerfeld a pu avoir. J'ai donc vu sur Twitter qu'il y avait beaucoup de personnes qui critiquaient Lagerfeld, disaient qu'il n'était pas à regretter et encore moins à pleurer. Il faut quand même rappeler, même si ça ne pardonne rien, mais c'est un phénomène à prendre en compte, que Karl Lagerfeld c'est devenu un véritable monstre de mode. C'est une machine, forcément comme tout phénomène boule de neige, on va dire, avec son ampleur qui prenait de plus en plus de place ces dernières décennies, avec l'avènement de la mode digitale, eh bien, il y a des dommages collatéraux. D'abord, ce qui me semble le plus important à évoquer en premier, c'est sa grossophobie. Il a notamment dit que les gens gros, ça n'avait pas sa place dans la mode parce que la mode était une affaire de rêve, d'illusion et d'artifice, et donc forcément ça ne ferait rêver personne. Donc c'est des propos qui ont fait beaucoup réagir. Et Karl Lagerfeld a essayé de s'expliquer, de répondre à ces critiques dans une lettre qu'il a adressée à Closer. En fait, il termine en citant Schiller dans une lettre à Goethe qui dit « Doit-on renoncer à la demande de beauté et la remplacer une fois pour toutes par la demande de la vérité ?» Deep. Ce qu'il faut savoir dans tous ces scandales-là sur la grossophobie et sur ce que veut signifier Karl Lagerfeld en citant Schiller, c'est que en fait Karl Lagerfeld s'est érigé dans une autre mode qui était la mode de l'extrême minceur. Début des années 2000, c'était vraiment hardcore. Toutes les nanas étaient mais comme ça, comme ça, comme ça. En plus, ce sont des filles très jeunes, donc forcément elles n'ont pas de forme, etc. Karl Lagerfeld s'est construit une carrière autour d'une vision qu'il a de la mode. Pour lui, la mode, ça doit vendre du rêve. Ça doit être la beauté incarnée. Pour lui, la beauté, et ben forcément, elle s'est inscrite dans ces mouvements d'extrême minceur des années 2000. Ce n'est qu'à la fin de sa carrière qu'on a commencé à parler de grossophobie, qu'on a commencé à parler d'inclusion dans la mode même, et à parler finalement d'une mode vraie. Et en fait, lui, c'est ce qu'il n'a jamais voulu concéder, c'est-à-dire la vérité à la place de la beauté. Lui, il était pour l'idéal absolu de la beauté dans sa mode. Aujourd'hui, c'est complètement en train de changer de paradigme. On est en train de tomber dans une mode qui se veut vraie, sauf que, encore une fois, je trouve ça très hypocrite, parce qu'aujourd'hui, on sait tous très bien qu'une image, c'est une construction, même si elle n'est pas photoshopée, ça reste une construction. La mode est un monde d'artifice et d'apparat. On est vraiment à un point charnière où on est en train de changer de discours sur la mode et on est en train de changer ses objectifs. C'est un moment où il faut forcément remettre en compte les prédécesseurs, dont Karl Lagerfeld. D'autre part, je pense qu'il faut d'abord analyser ces défilés pour voir si oui ou non c'est vérifié. Moi j'ai beaucoup regardé ces défilés et bien sûr les mannequins, sans grande surprise, sont toutes très minces. Elles sont très minces, mais il y en a vraiment peu qui sont très maigres dans ces défilés. Honnêtement, j'ai jamais regardé un de ces défilés en me disant les nanas ont l'air de manger 3 pommes par jour. D'ailleurs, ce qui a aussi fait grincer des dents, c'est que Karl Lagerfeld a dit que les cas des mannequins anorexiques c'était très peu et que du coup ça valait pas le coup d'en parler. Bon, ça c'est vraiment moyen. Du coup, vraiment les défilés de Lagerfeld, c'est pas les pires en termes de minceur dans l'industrie de la mode. On n'a jamais fait chier autant que Karl Hedi Slimane, parce qu'il faut parler des castings d'Hedi Slimane. Tous ces castings, ce sont que des filles blanches, ultra maigres. C'est très inquiétant. L'autre polémique, c'est les propos qu'a tenu Karl Lagerfeld sur le plateau de Thierry Ardisson concernant la politique des migrants que tient Merkel. Il a dit « On ne peut pas, même s'il est des décennies entre, tuer des millions de juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après. Je connais quelqu'un en Allemagne qui a pris un jeune Syrien. Au bout de 4 jours, il a dit « La meilleure invention de l'Allemagne, c'est l'Holocauste. » On voit qu'on part sur un énorme amalgame. Quand on a une telle influence, on ne peut pas vraiment se permettre de tels propos. Mais il faut savoir que Karl Lagerfeld, c'est un combo de cynisme ultra percutant, de mots acérés qui ne mesurent pas la portée qu'ils ont, et c'est aussi la volonté d'être provoquant, la volonté de bousculer. Forcément tout ça, ça fait un espèce de gros cocktail molotov sur les plateaux télé. J'aimerais pas qu'on me comprenne mal, je suis pas du tout en train de légitimer ce qu'il a dit. Simplement, là encore une fois, il faut se concentrer sur les défilés qui sont l'œuvre de Karl. Karl Lagerfeld, ça a été le premier à propulser Naomi Campbell quand elle avait 16 ans et qu'elle venait d'être opérée grâce au concours Elite.
alors qu'à l'époque, il faut vraiment insister sur ça, c'était dans les années 80. Elle s'est fait refuser énormément de jobs à cause de sa couleur de peau. Et là, à la fin de sa carrière, sa dernière muse en date, c'était Adu Takech, qui est une réfugiée soudanaise qui a été sa dernière mariée à un de ses derniers défilés avant sa mort. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on recrute des mannequins noirs qu'on ne peut pas être raciste, tenir des propos racistes. Simplement, là encore, je trouve qu'on a beaucoup extrapolé certains propos de leur contexte. Mais encore une fois, il y a plein de créateurs et de stylistes dans l'industrie de la mode qui est tellement hypocrite. Par exemple, pourquoi John Galliano, qui a eu tenu des propos antisémites, pourquoi elle travaille encore à Maison Margiela aujourd'hui? Il y a quand même une tendance un peu à vouloir toujours montrer du doigt le personnage le plus excentrique parce que c'est un condensé de folie et c'est sur lui que tout retombe, alors que l'industrie de la mode repose sur des systèmes sexistes, grossophobes, racistes depuis quand même assez longtemps. C'est en train de se décloisonner, mais comme je vous l'ai dit, c'est encore très hypocrite. À côté, il y a plein d'autres scandales, hein. C'est pas les seuls. J'ai enlevé mon pull parce que j'avais trop chaud. Il a pas payé ses impôts pendant 15 ans en France, suite à quoi il a fricoté avec Strauss-Kahn, qui était à l'époque l'ancien ministre de l'économie, pour payer une dette moindre. Ça a fait un tollé, on peut le dire. Il a eu des propos complètement rabaissants sur la condition de mannequin, en disant que si on voulait pas se montrer toute nue, il fallait changer de métier. Très problématique aussi. Je pense que c'est un personnage qui est odieux, qui est très difficile, qui est cynique, qui n'a pas l'air d'avoir de cœur, en tout cas en surface. C'est la cible idéale pour rejeter sur lui tous les défauts et les malfonctionnements de l'industrie de la mode. Je vous conseille de regarder le documentaire Karl Lagerfeld se dessine sur Arte, qui est un documentaire très touchant. On a accès à une partie infime de Karl Lagerfeld qu'on ne voit pas en interview, rien que pour les dessins. Il est là avec son marqueur, en 2 minutes il te fait des trucs incroyables. Ça vaut vraiment le coup. Donc je vous conseille vivement de le regarder. Ça permet d'avoir encore un autre outil pour essayer de comprendre le personnage gargantuesque qu'est Karl Lagerfeld. C'était un homme tellement retranché dans ses opinions que c'est difficile de trouver un consensus et de dire il est tout blanc, il est tout noir. Si la mode est dans le deuil aujourd'hui, c'est parce que plus personne n'aura la carrière de Karl Lagerfeld. Surtout aujourd'hui, à l'heure où les postes de directeur artistique jouent aux chaises musicales. Je pense vraiment que plus personne ne pourra créer un empire comme l'a fait Lagerfeld, parce que justement on entre dans une autre ère de la mode. Et c'est peut-être aussi bien comme ça, parce que ça va peut-être aussi éviter les débordements de pouvoir, d'emprise sur la mode. Voici une bible Chanel, et en fait ça recense tous les défilés de Karl jusqu'au début des années 2010, et c'est vraiment hyper intéressant pour pouvoir analyser un personnage aussi atypique et ambivalent que lui, en fait d'aller puiser dans ses œuvres, dans son travail, dans ses défilés, pour essayer de comprendre comment ça se passait dans sa tête. Justement, qu'est-ce qui va se passer chez Chanel? Chanel a communiqué que c'est Virginie Viard qui va prendre la relève, qui était son bras droit pendant plus de 30 ans. Donc moi je pense que Chanel va très bien s'en sortir, qu'avec cette femme aux commandes ça va très bien se passer. Et à part ça, je pense que c'est très perturbant comme moment dans la mode, parce que le colosse n'est plus. Donc quelque part, ça ouvre des libertés, ça ouvre des horizons nouveaux qu'il n'y avait pas forcément du temps de Lagerfeld, mais c'est aussi un temps de recueillement parce qu'il a tellement apporté dans cette pépinière mode. Maintenant c'est la nouvelle génération qui va devoir prendre la relève et qui va devoir, voilà, inventer une nouvelle vision de la mode, une nouvelle manière de créer. C'est pour ça que je trouve que c'était un jour quand même très important, très particulier. Personnellement j'étais assez attachée à Karl Lagerfeld, parce que c'est à travers lui que j'ai découvert la mode, et je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes. Et vous savez, c'est ce genre de personnes qui sont tellement emblématiques de notre pays et de notre culture qu'on a l'impression qu'on les connaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous vous positionnez par rapport à Lagerfeld et aux controverses suite à ses propos, et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.